Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science, foire aux questions pour laquelle j'accueille Jean-Michel Abrassard de la chaîne, du podcast Scepticisme Scientifique. Jean-Michel, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc Jean-Michel, toi et un auteur qui s'appelle Marius, c'est ça, un dessinateur? Oui. Vous avez lancé donc un Ulule pour financer la suite du bouquin Les zététiciens en herbe, Zach et Zoé. Donc on fait cette petite vidéo pour vous aider à récolter les fonds pour pouvoir financer ce bouquin et puis aussi pour parler un peu zététique parce que on a une communauté de zététiciens qui nous suivent et qui veulent peut-être savoir aussi quelle est cette initiative, qui sont Zach et Zoé et pourquoi on a besoin d'eux. Donc et ça colle aussi avec la thématique de la chaîne en général, parce que finalement, dans Zach et Zoé, il y a beaucoup de recours à la paléontologie. Donc, c'est un peu un exemple de la pertinence de la paléontologie, j'ai presque envie de dire, au quotidien, au moins quand on est zététicien. Le premier tome que je montrais est spécialement dédié au monstre du Loch Ness. Donc, évidemment, il y a un passage avec les plésiosaures où on explique finalement que le monstre du Loch Ness ne peut pas être un plésiosaure. Je spoil un peu. Je spoil un peu, mais voilà, c'est pour qu'aussi les gens voient le style graphique du tome 1. Et donc, en ce moment, il y a le tome 2 en préparation avec ce Ulule qui est lancé pour pouvoir le crowdfunder. Et donc, le tome 2, ce serait sur la mythologie chrétienne avec, je le suppose, il va y avoir un petit tacle aux créationnistes avec un petit peu d'intervention de fossiles. On va pas spoiler ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai une petite idée de ce qu'il y aura à l'intérieur, mais on va pas spoiler. Alors, Bon, donc Jean-Pierre, on va quand même dire que tu m'aides pour les parties consacrées à l'évolution, etc. Et que donc tu as lu certaines des pages ou tu as vu certaines des choses ou des designs et que tu m'as donné un petit feedback. Voilà, tu es un peu notre spécialiste in-house de la théorie de l'évolution. Et pour le monstre du Loch Ness, on avait fait la même chose, évidemment. c'est gentil, merci. Évidemment, le lien pour soutenir le projet Zach et Zoé sur Ulule est dans la description. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Allez soutenir le projet. Nous, on l'a fait. Donc voilà, on est très content d'avoir participé. Voilà, normalement, tu devrais voir la page Ulule. Là, je l'ai affichée. Oui. Et donc, on voit, pour l'instant, on est à 70% pour le zététicien en herbe tome 2. Voilà, il nous reste 20 jours, donc on a bon espoir que ça va se faire. Hein, mais enfin, ceci dit, évidemment, on a aussi un chapitre supplémentaire si jamais on atteindrait. Donc là, c'est 70% pour atteindre 4 000 euros. Si jamais on atteindrait 5 000 euros, on atteignait 5 000 euros, on aurait un chapitre en plus. Hein. Et alors, pour les gens qui... Chapitre sur quoi? Oui, donc... C'est une surprise. Non, c'est pas une surprise, on en parle dans la vidéo de présentation. Mais donc, le premier chapitre, c'est sur la théorie de l'évolution comparée au récit de la Genèse. Le deuxième chapitre, on essaie d'expliquer c'est quoi un mythe et on parle de la religion chrétienne dans le cadre des mythes. D'autres mythes comme la mythologie grecque, etc. Le chapitre 3, on compare la naissance de Jésus avec la naissance d'Héraclès, hein, puisque tous les deux sont des fils de Dieu. Et alors le quatrième chapitre, si jamais on l'aurait sur le problème du mal. Hein, pourquoi est-ce qu'un Dieu omnipotent aurait laisse la souffrance exister dans le monde? Les gens sont en train de se dire, oh mon Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent expliquer ça à des enfants de 5 ans? Mais comme je dis toujours, challenge accepted, on va y arriver. Mais voilà, et donc si jamais, évidemment, on pouvait avoir un tome en e-book hein, pour 4 euros. Et ça, l'e-book, de toute façon, on le mettra après sur Amazon. Mais bon, si vous voulez que le livre se fasse, c'est mieux de le kickstarter ou de l'ululer, c'est un ulule. Mais donc, vous pouvez avoir l'e-book. Et puis, sur le long terme, l'e-book, on le mettra sur Amazon à 4 euros. Et puis, si vous voulez un tome physique, il faut c'est 20 euros au plus pour le tome sur la mythologie chrétienne. Et si vous voulez les deux tomes, le premier et le deuxième, donc le Enquête au Loch Ness et la mythologie chrétienne, vous pouvez l'avoir pour 32 euros. Alors pour des raisons de stock, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'est plus possible de se procurer uniquement la mythologie l'enquête au Loch Ness. Parfois, il y a des gens qui demandent, voilà, parce qu'ils découvrent la série et puis ils trouvent que c'est un peu délicat d'offrir un livre qui s'appelle La mythologie chrétienne à leur petit-neveu alors que leur sœur est catholique pratiquante, mais
Et alors, il voudrait avoir juste Enquête au Loch Ness, mais malheureusement, là, on n'a pas assez de stock. Donc, vous êtes un peu obligé de commander les deux volumes, le volume 1 et le volume 2, pour l'avoir si vous voulez. Bah, évidemment, vous pouvez de toute façon avoir l'e-book. Enquête au Loch Ness en e-book est déjà disponible sur Amazon maintenant. Donc, vous pouvez, si vous avez un Kindle Fire ou n'importe quel type de liseuse, ça marche très bien. Enfin bon, je sais bien qu'en France, les liseuses sont pas encore très populaires, mais voilà, ça existe. Ouais, D'accord, très bien. ouais, et puis, ouais, donc le 70%, c'est les 30% qui restent, c'est souvent les plus durs à avoir, donc faut pas lâcher. C'est justement là que ça devient un challenge, justement. Ouais, on est rentré, ouais, il y a toujours une phase de creux, et là on est rentré dans la phase de creux maintenant, puisque ça fait déjà plus de 10 jours que l'Ulule est lancé. Donc c'est vrai que là maintenant on progresse très lentement, mais ouais, il faut continuer à faire la promotion pour avoir les derniers 30%. Ouais. Et au cas où je ne l'ai pas dit, on a aussi des sponsors qui sont l'association belge des athées qui va nous aider un peu, et le comité para, donc l'association sceptique belge, un comité belge pour l'analyse critique des parasciences. Voilà, et donc si en plus du Kickstarter, vous aurez des magnifiques stickers zététiciens à bord pour votre voiture. Et Esprit Critique, es-tu là? On a fait des stickers cette fois-ci. Voilà. Très bien, très bien. Ouais, donc, et un truc, la question qui revient toujours avec les crowdfunding, c'est qu'est-ce qui arrive si vous n'arrivez pas à 100%? Ah, bah, le livre ne sera pas, oui. Oui, donc si jamais le livre ne se fait pas, si on n'arrive pas à 100%, bah, je pense que... Donc là, en fait, on a déjà terminé les 2 premiers chapitres. Et donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on finaliserait les 2 premiers chapitres en rajoutant une page qui termine l'histoire, et puis on la mettrait juste en e-book comme ça sur Amazon. Mais donc, il n'y aurait pas de 3e chapitre, et encore moins de 4e chapitre, évidemment, et il y aurait jamais de version physique du livre, hein. Bah, et surtout, aussi, bon, je pense que ça mettrait fin à la série, hein. Je crois que si vous voulez encourager la série, en gros, chaque livre qu'on finance, ça fait qu'on en fera un nouveau après. Donc, si aussi vous voulez que la série continue, parfois, si les sujets ne vous parlent pas spécialement, il faut peut-être aussi nous soutenir quand même, malgré tout, en se disant qu'un sujet qui vous plaira arrivera plus tard. Euh, alors, parfois, on nous demande beaucoup, surtout avec ce sujet-là, est-ce que vous allez couvrir d'autres légions? Bah, la réponse, pas immédiatement. Notre but, c'est de couvrir les bases de la zététique. Donc, les prochains volumes qu'on rêve de faire, ou oui, qu'on rêve de faire, c'est ça le terme. C'est d'autres livres sur la zététique. Je pense on a l'espérance, enfin, on aimerait bien faire un volume on a déjà un titre qui est la poudre de perlimpinpin. Je crois que vous pouvez deviner le sujet. Et ça, oui, la poudre de perlimpinpin. Et puis, probablement, on aimerait... Homéopathie, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Enfin, il faut pas... Comment t'as deviné? Voilà. Voilà, les pseudomédecines, voilà. On ferait pas, oui, parce que c'est ça la question qu'on nous pose tout le temps pour le moment. Est-ce que vous allez, en fait, la question qu'on nous pose, c'est toujours est-ce que vous allez faire un livre sur l'islam? Non, pas immédiatement. C'est pas, oui, voilà. L'homéopathie, les légendes urbaines, la vie après la vie, c'est plutôt, enfin, voilà, des sujets comme ça qui nous intéressent, mais celui-là, en fait, c'est notre livre sur la religion. Donc, je dis pas qu'on visitera jamais le sujet de la religion, mais c'est pas, on va pas directement attaquer avec un volume sur l'islam après. Ce serait un peu redondant. Oui, complètement, ouais. Du coup, Jean-Michel, la première question que je voulais te poser à propos de Zach et Zoé, c'est déjà d'où vient l'idée, c'est quoi un peu la genèse du projet à la base? C'est vrai qu'on avait... Bah voilà, donc forcément, je suis un zététicien de longue date, et j'ai des enfants, évidemment. Sébastien, mon fils, il a 7 ans maintenant, et puis j'en ai une petite qui a 1 an et demi. Et il y a une sorte de vide intersidéral sur le sujet, en français en tout cas. Il n'y a absolument aucun livre pour les enfants d'introduction à la zététique. Le seul qui existait, c'était un livre de Brock, d'Henri Brock, hein, le vulgarisateur de la zététique en français, mais qui s'adresse plutôt, je pense, à des préadolescents,
à partir de 10 ans. Enfin, on en parlera certainement, mais disons le problème du livre de Brock, c'est qu'il, enfin, c'est pas un problème très grave, mais c'est un problème auquel je suis confronté aussi, c'est-à-dire qu'il présente des phénomènes paranormaux comme les crop circles ou je sais pas moi, l'astrologie, et alors il donne une explication, l'explication scientifique, mais ou en tout cas des introductions. Mais le problème, c'est que si on lit ça à des jeunes enfants, on doit introduire le phénomène paranormal. Par exemple, mon fils de 7 ans, l'astrologie, il sait pas ce que c'est. Donc j'aurais passé 15 minutes à lui expliquer c'est quoi l'astrologie pour lire la page consacrée à la démystification de l'astrologie. Donc c'est un petit peu problématique. Donc il faut déjà donner le temps aux enfants d'être un peu exposés au problème, enfin au phénomène en question avant de le déboulonner. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et voilà, donc on s'est dit qu'on allait combler ce vide, mais nous, on vise un public beaucoup plus jeune. En général, je dirais à partir de 5 ans, mais évidemment, à 5 ans, il faut que les parents lisent le livre avec les enfants et le commentent un peu. Et à partir de la primaire, évidemment, on fait notre possible pour que l'enfant puisse lire le livre tout seul, sans aucun problème. Donc on utilise un langage très simple, on essaye d'être le plus pédagogique possible. Et je dois dire que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de travail. C'est vraiment pas facile. Entre guillemets, surtout le vocabulaire facile et aisé à comprendre. On a vite envie d'utiliser des mots compliqués. Mais évidemment, en primaire ou à 5 ans, si on utilise ces mots-là, ils vont juste pas comprendre de quoi on leur parle. Donc c'est assez intéressant. Un des rares mots compliqués qu'on utilise, c'est le mot zététique, parce qu'on essaye de l'introduire, évidemment, pour qu'ils connaissent le mot zététique. Mais... Oui, je me rappelle qu'on avait eu ce petit débat sur fallait-il ou non utiliser le mot tiktaalik. Ah oui. Quand on parlait de la théorie de l'évolution. C'est vrai vrai, que les espèces, c'est compliqué. Dès qu'on parle de paléontologie, il faut introduire des espèces éteintes et les espèces sont toujours des noms. Alors quand ils sont latins, encore à la limite, étant nous-mêmes d'une langue issue du latin, ça va, mais Tiktaalik, c'est un nom qui est issu de l'esquimau, des langues esquimaux. Donc là, Ouais. non seulement c'est difficile à lire, mais c'est difficile à écrire. Donc c'est pour les parents, c'est difficile à lire. Et pour les enfants, enfin, ça fait pas partie de la liste des dinosaures qu'ils connaissent, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai qu'on aime bien mettre aussi, enfin en tout cas, c'est moi le scénariste, mais bon, moi, je fais ça en collaboration avec Marius, on se retrouve quelque part et on brainstorm, etc. Mais c'est vrai que moi j'aime bien mettre des mots comme ça. Aussi pour les parents, finalement. Je me dis, les parents peuvent apprendre des choses en lisant le livre. Donc là, c'est un peu parfois des éléments qu'on met pour les plus grands. Bon, je sais bien que toi, tu sais ce que c'est le tiktaalik, mais je suis pas sûr que le commun des mortels, c'est ça. Donc, on le met pour eux. Et puis, en plus, oui, pour le tiktaalik, c'est ce que je t'avais répondu à l'époque. C'est vrai que c'est un mot qui est quand même marrant. Donc, si les parents arrivent à l'introduire, ça sonne bizarre. Donc, finalement, les enfants on leur apprend quelque chose d'original et à mon avis, en tout cas mon fils, le tiktaalik, il connaît, hein, ça, il n'y a pas de problème, il a retenu le mot. Donc voilà, autant essayer de leur apprendre des nouvelles choses originales plutôt que leur ressasser les mêmes dinosaures qu'ils voient déjà partout, de toute façon. Donc pourquoi avoir choisi ces sujets? Parce que c'est vrai que quand on pense à une introduction à la zététique, au final, on pense à... On pense d'abord à des définitions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la zététique, d'où vient le mot zététique, des définitions, et après seulement on pense à introduire un exemple. Alors pourquoi avoir sauté sur deux éléments aussi spécifiques que sont le monstre du Loch Ness, puis la mythologie chrétienne? Oui, c'est une excellente question, mais je crois que ça reflète ma personnalité ou mes goûts. Mais c'est vrai que, bon, je pense que l'approche par définition pour des enfants de 5 ans, ça ne parlerait pas fort, hein, pour des enfants de primaire. Pour des enfants, pour des pré-ados et des ados peut-être, et encore, je suis pas convaincu, euh, mais, euh, mais pour des enfants si jeunes, je crois que c'est plus important d'enseigner par l'exemple, je dirais, hein. De, dans Enquête au Loch Ness, on a vraiment l'approche. Parce que là c'était notre premier volume, donc on voulait vraiment expliquer le fondement des choses. Donc c'est quoi? Et alors, on avait donc Zach et Zoé qui décident d'aller enquêter sur le monstre du Loch Ness. Et d'ailleurs, quand ils vont enquêter dans ce volume-là, ils mettent une petite casquette avec un Z dessus, hein. Ils mettent leur casquette de zététicien. Et l'idée derrière, c'était vraiment d'expliquer aux enfants, par l'exemple, que la zététique, c'était enquêter sur les choses qu'on... Bah, par exemple, là, c'est parce qu'au début de l'histoire, ils voyaient une vidéo YouTube, enfin, on disait pas YouTube, mais sur Internet, qui parle du monstre du Loch Ness. Et donc dans le premier volume de Zach et Zoé,
les enfants voient sur Internet une vidéo qui parle du Loch Ness de manière, disons, crédule, hein, en disant qu'il y a probablement un monstre dedans, et donc ils décident d'aller enquêter hein, en mettant une casquette de zététicien avec un petit Z dessus. Et donc comme ça, on explique par l'exemple que la zététique, c'est le fait de ne pas prendre les informations pour argent comptant et qu'on va vérifier. Alors évidemment, bon, eux, ils vont vérifier sur place, mais c'est quand même, c'est quand même l'idée de vérification des informations. Et donc, ouais, moi, je suis beaucoup plus convaincu que c'est plus facile pour les enfants de comprendre ça comme ça par l'exemple que par une définition. Ouais, donc là, tu nous montres des images du tome 2, c'est ça? Ouais, ça c'est l'introduction. Une exclue. Une exclue. Voilà. Et donc, chaque fois, donc, le format qu'on a pris, c'est qu'entre chaque chapitre, on voit une bande dessinée qui présente une situation. Donc ici, on a Zach et Zoé qui vont à l'église. Ils ne sont jamais allés dans une église et vont poser des questions au prêtre. Alors parfois, certaines personnes disent que c'est une BD, mais en fait, non, c'est pas une BD. C'est vraiment un livre pour enfants parce qu'après, on a des pleines pages comme ça. Donc c'est quand même le format livre pour enfants. Enfin bon, les gens se disent que c'est une BD parce qu'il y a des bulles peut-être. Mais enfin bon, bref, Marius, mon dessinateur, ça l'énerve quand on dit que c'est une BD. Parce que c'est pas une BD, parce qu'il n'y a pas des cases. Et donc vous voyez que là, on est dans le passage où le prêtre explique, introduit du vocabulaire, hein, qu'est-ce que c'est Dieu. Et puis il présente la théorie de la Genèse. Hein. Voilà. Et alors, ensuite les enfants... Truc intéressant sur la Genèse. Vous avez choisi, donc les personnages sont des animaux, mais vous avez choisi que le récit mythologique représente des êtres humains. Oui, bah, ça c'était un peu une des problématiques qu'on a été confrontés, puisqu'on avait, bon, Marius aime bien dessiner, enfin son style, il a un style tout à fait spécifique où on dessine les personnages comme avec des têtes d'animaux. Alors c'est sympa pour les enfants évidemment, mais alors évidemment présenter des personnages mythologiques comme Jésus, puisqu'après il a dû dessiner Jésus. Avec une tête de cheval ou une tête de, je sais pas, une tête de lapin, ça aurait été peut-être probablement problématique. Donc, parce qu'évidemment, on essaie d'être respectueux quand même. Hein, c'est pas un livre qui vise à faire du bashing ou à attaquer la religion. Hein, donc, on a choisi de faire les êtres humains. On voit ici, vous pouvez voir à l'image Adam et Ève, voilà, avec un visage humain. Ouais. Et alors après, bon, Zach et Zoé, donc ils disent en seulement 7 jours, et puis ouais, mais nous à l'école on a appris autre chose, et après on explique la théorie de l'évolution. Et donc là on a le fameux dictalique qu'on mentionnait avant. Voilà. Et après on a des dinosaures à plumes. Hein. Et voilà, c'est le comment dire la partie qui devrait le plus intéresser tes auditeurs, évidemment, sur la théorie de l'évolution. Voilà. Et alors après le prêtre dit ben oui, mon histoire c'était un mythe, tandis que ça, ce dont vous êtes en train de parler, c'est l'explication scientifique. Et le deuxième chapitre, là on attaque les mythes avec les mythes grecs, et donc là on compare différents mythes. Hein. Et on explique qu'il y a des mythes dans lesquels plus personne ne croit aujourd'hui, des mythes dans lesquels personne n'a jamais cru. Allez, Zou, l'appel de Cthulhu, hop. Évidemment, évidemment. Et les super-héros, ça évidemment, Voilà. pour des raisons de copyright, on a demandé à Marius d'inventer un nouveau super-héros parce qu'on pouvait pas mettre un super-héros qui préexiste, hein, sinon on allait se faire choper un procès par Marvel ou DC. D'accord, mais Cthulhu est libre de droit par contre. Cthulhu est libre de droit, ouais. Parce que ça date des années 30, hein, et donc il est dans le... Il n'y a pas d'héritier de toute façon. Et alors, voilà, il y a des mythologies dans lesquelles les gens croient encore. Amaterasu pour le Japon, et puis on a Jésus, évidemment. Et le dernier dessin qu'on a fait... Ah oui, non, après on explique effectivement qu'il y a des gens qui ont écrit ces histoires. Et alors Marius dit, mais si c'est juste des histoires que des gens ont écrites, c'est comme des contes de fées, alors c'est juste dans leur imagination. Et puis, voilà le dernier dessin qu'on a fait jusqu'à présent, la fin du chapitre 2. Le papa, il est théiste, hein, il est chrétien non pratiquant, donc il pense que Jésus a réellement existé, mais la maman, elle n'est pas sûre que Jésus ait vraiment existé. Donc, pour les fans de la thèse mythiste, on a même l'idée que Jésus n'aurait même pas existé. On a même une maman qui n'est pas totalement sûre que Jésus ait existé. Voilà ce que je peux montrer comme preview jusqu'à présent du livre. Ouais.
Ah bah là, il y a Lovecraft, il y a Cthulhu, il y a du fossile. Il y a pas moyen, les gens. Faut y aller. Faut y aller. C'est clair que. Faut que ce livre sorte. Et, mais c'est vrai que quand tu me demandais pourquoi un livre sur la. Bon, sur l'enquête au Loch Ness, j'ai expliqué pourquoi on l'a fait. Mais pour la mythologie chrétienne, c'est probablement plus original, hein, parce que c'est vrai que les zététiciens, d'habitude, ils évitent un peu le sujet de la religion. Enfin, une version classique, hein, dans les années 90 ou 80, 90, les zététiciens auraient dit, ben oui, la religion, c'est en dehors du domaine de la zététique, parce que c'est pas empirique. C'est pas une question empirique, c'est une question philosophique ou métaphysique. Et les zététiciens faisaient très fort l'adéquation entre zététique et méthode scientifique. Donc, ils disaient, ouais, ok, la méthode scientifique, on peut commenter le Suaire de Turin, on peut parler du sang de Saint-Janvier, mais on peut pas vraiment entrer dans le débat sur est-ce que Dieu existe, parce que ça, c'est juste de la métaphysique. Mais moi, je suis pas très d'accord avec ça. Je pense que la zététique, c'est non seulement la méthode scientifique, bien entendu, mais c'est aussi tout ce qui est la pensée rationnelle, donc c'est la philosophie. Donc on peut très bien rentrer dans le débat scientifique, philosophique, pardon, métaphysique, et c'est pour ça qu'on peut avoir des arguments, si on a comme le chapitre 4 qui serait la question du mal, hein. Donc c'est vrai que moi j'ai une vision un peu de la zététique élargie pour ça. Mais donc c'est vrai que ça peut étonner un peu les gens en disant oh tiens un volume sur la religion chrétienne. Mais moi je pense que ça pose des fondements de la pensée critique. Particulièrement ça nous permet, comme vous l'avez vu, de parler de la théorie de l'évolution, et ça c'est quand même quelque chose de super important d'aborder la théorie de l'évolution dans une série sur la zététique. Dans le monde anglo-saxon, il existe l'une ou l'autre série qui existe déjà, qui nous ont inspiré évidemment, mais c'est marrant parce que eux, le premier volume qu'ils ont fait, il y a deux séries en fait, et ces deux volumes d'introduction au scepticisme scientifique, puisqu'ils disent pas zététique là-bas, les deux premiers volumes, c'est chaque fois la théorie de l'évolution. Bah, évidemment, on est dans un contexte américain où le créationnisme est beaucoup plus important que chez nous. Et donc, je suppose qu'aux États-Unis, c'est dur de trouver du matériel pédagogique pour enseigner la théorie de l'évolution aux enfants. Et puis, les parents n'ont pas trop confiance que ça va se faire à l'école. Et donc, les parents sont demandeurs. Et alors, du coup, moi, je m'étais dit, ouais, mais nous, on est en Europe. La théorie de l'évolution, il y a quand même du matériel. Moi, j'ai trouvé pas mal de livres sur la théorie de l'évolution en français. Ça se trouve, il y a quand même. Alors bon, à l'école, c'est pas super enseigné quand même chez nous, hein, en tout cas en Belgique. Mon fils, il connaît déjà, voilà. Enfin, ce que je présente dans le livre là, il le connaît, hein, donc les bases. J'ai commencé à 7 ans, j'ai commencé à parler des mécanismes de l'évolution, donc pas seulement juste l'histoire, hein, mais commencer à parler de la sélection, etc. Sélection naturelle, sélection artificielle. Donc c'est vraiment faisable avec les enfants, mais à l'école ils font pas ça, hein. Enfin, j'ai une nièce qui est institutrice, il me dit qu'au mieux la théorie de l'évolution c'est en première secondaire que ça fera, donc pas en primaire. Enfin bon bref, même chez nous on pourrait un peu se plaindre de l'enseignement de la théorie de l'évolution à l'école, mais bon, il y a quand même du matériel pédagogique. Mais ceci dit, voilà, en fait finalement, j'ai trouvé un angle d'attaque intéressant selon moi, parce que ce que je n'ai jamais lu, c'est un livre qui contraste l'histoire de la Genèse avec la théorie de l'évolution. On a des livres qui présentent l'histoire de la Genèse, alors soit des livres chrétiens, soit des livres neutres, qui présentent des histoires mythologiques, et alors ils mettent le récit de la Genèse, et puis ils mettent des histoires des mythes d'autres religions, par exemple. Soit on a des livres qui présentent la théorie de l'évolution, mais il n'y a jamais des livres qui contrastent en disant voilà un récit mythique et voilà le récit que nous donne la science. Et ce sont deux ordres différents. Essayer d'expliquer aux enfants ce que ça veut dire, on est face à deux types d'histoires très différentes. Et donc, une fois que j'ai trouvé cet angle d'attaque, j'étais assez content de moi. Et je me suis dit, bon, allez, on va quand même parler de la théorie de l'évolution alors. D'accord. Et alors, une dernière petite question. Un Zach et Zoé sur la révélation des pyramides. En interrogation. Je ne sais pas si je le formulerai sur l'angle de la révélation des pyramides directement, mais c'est vrai qu'un Zach et Zoé sur la construction des pyramides, et c'est pas les extraterrestres qui l'ont fait, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais, ça serait dans les sujets c'est des sujets que j'ai déjà. Parce que ça, c'est aussi un sujet fascinant à couvrir, quoi. Qu'est-ce que pense
les archéologues à l'heure actuelle de comment on a construit les pyramides, surtout qu'il n'y a pas, comment dire, il y a différentes idées. Enfin, ils ont des bonnes idées, mais il n'y a pas vraiment de consensus écrasant pour une version qui serait la bonne version sur comment on a reconstruit les pyramides. Donc, présenter les différentes hypothèses les plus plausibles selon les archéologues sur comment ça a été fait. Et puis contraster ça avec les hypothèses moins plausibles des extraterrestres. Ouais, les extraterrestres, c'est toujours cool. Ouais. Mais ouais, en fait, comme je dis souvent, le problème, c'est pas de trouver des sujets, c'est qu'il faut. Ouais, il y a une pléthore de sujets qu'on pourrait couvrir. Mais encore une fois, il faut voir l'intérêt des gens. Et donc, en fait, c'est vrai que je me suis dit aussi que la mythologie chrétienne, ça serait un sujet qui parlerait aux gens. Hein. C'est vrai que parce que justement, c'est quelque chose qu'on n'entend jamais. D'ailleurs, même le terme de parler de la religion chrétienne comme des récits de la Bible comme d'une mythologie, c'est une expression que je lis nulle part. Alors qu'en fait, moi, quand je parlais à mon fils, c'est directement le vocabulaire que j'ai employé. Parce que pour moi, c'était important que mon fils ait une culture religieuse, donc dans le sens qu'il connaisse les récits de la Bible, etc. Mais donc la façon dont j'ai vraiment abordé, c'est exactement celle que j'ai utilisée dans le livre. Je lui disais l'histoire d'Hercule, par exemple, ou d'Ulysse. Je lui dis, bah, c'est une mythologie. Et puis je lui lis l'histoire de Jésus ou de Mohamed, etc. Et je lui dis, bah oui, c'est d'autres mythologies. Et pour lui, ça lui a jamais posé de problème. Il trouve que toutes les histoires sont cool. Enfin, il y en a qui sont plus cool que d'autres parce que simplement l'histoire est plus fun à lire. Mais enfin, j'ai casé tous ces récits dans un registre. Alors, évidemment, bon, juste pour être précis, évidemment, parce qu'il y a des gens qui me posent la question, enfin, comment est-ce qu'on dit que c'est des mythes? Qu'est-ce que je veux dire par mythe? Bon, par exemple, il y a des chrétiens qui vont me dire oui, mais ça j'ai eu comme réaction de la part de chrétiens, ils me disent c'est des mythes, mais c'est vrai. C'est un mythe qui est vrai. Donc on peut être un mythe et vrai. Bon, c'est vrai que moi j'entends le mot mythe comme un récit qui n'est pas vrai, hein, qui ne s'est pas réellement déroulé. Et donc, au niveau des recherches que j'ai pu lire en archéologie, en histoire, sur la Bible, tous les récits à partir de la Genèse au moins jusqu'au roi Saül n'ont pas de fondement historique. Hein. Il n'y a pas de confirmation extérieure au récit, donc les archéologues n'ont pas trouvé d'éléments. Et même à partir de Saül, David et Salomon, les trois premiers rois, enfin les trois rois d'Israël, là, ils ont une stèle peut-être qui mentionne David et encore. Évidemment, ça peut être postérieur à la rédaction. Donc, au moins jusque-là, on sait que c'est des histoires qui ne sont juste pas produites. Donc tout ce qui est, bien entendu, les récits de la Genèse, mais évidemment Noé, Joseph, jusqu'à Moïse, donc comme je l'ai dit, jusqu'à Saül, donc tout ce qui précède le roi Saül, on est dans. Donc il n'y a pas eu d'Égyptiens qui flagellaient des Hébreux esclaves au niveau des pyramides, etc. Enfin tout ça, c'est. Oui, enfin, bon, évidemment, il y a des débats, hein, mais moi, je suis plutôt du côté qui pense qu'il n'y a pas vraiment eu d'esclaves juifs pour construire les pyramides. Mais évidemment, il y a des historiens chrétiens qui essaient de défendre qu'il y a quand même eu des esclaves juifs qui ont construit les pyramides, forcément. Mais bon, voilà. Mais oui, en tout cas, voilà, tous ces récits-là, pour moi, c'est des mythes. Hein. Donc c'est pour ça que je parle de mythologie chrétienne. Oui. Oui, puis après, au niveau du choix des sujets, il faut aussi un sujet qui soit visuellement, qui puisse être représenté visuellement avec le style graphique de ton dessinateur. Ça, c'est pas toujours, c'est pas toujours évident. Je veux dire, évidemment, il y a des sujets zététiques qui sont absolument fascinants, mais qui sont graphiquement inintéressants au possible. Enfin, je suppose qu'il doit y en avoir. Et puis aussi, dans l'idée de communication, c'est qu'on faut aussi pouvoir communiquer, justement. Il faut avoir un public, faut avoir des gens qui sont réceptifs. Donc, pourquoi pas attaquer une autre religion? J'imagine qu'il y a eu aussi l'idée que le christianisme, c'est la religion dominante en Europe et que voilà, le public est là et qu'au bout d'un moment, quand on fait de la communication scientifique, bah, faut communiquer et la communication, ça se fait au nombre, pas aux petites niches, quoi. Oui, tout à fait. C'est vraiment le raisonnement que j'ai tenu et aussi parce que je pense que d'un point de vue pédagogique, nos enfants qui grandissent en Occident, bah, ils sont. Enfin bon, moi je suis en Belgique, donc il y a des écoles catholiques. Quand tu te promènes dans la rue, tu vois des clochers d'église, tu vois des statues de Marie. Je sais pas, il y a une petite chapelle pas très loin de chez moi. Évidemment, forcément, mon fils, il va
il va se poser des questions. Donc moi, je l'ai pas mis dans l'enseignement catholique, mais il a des cours de musique dans une école catholique. Il s'occupe les locaux, donc il voit un crucifix dans la classe, il se demande ce que c'est. Donc voilà, c'est pour ça, comme je le disais tout avant, c'est aussi couvrir des sujets auxquels l'enfant est exposé. Donc si je commence, par exemple dans le précédent volume, il y a une page, on l'a fait pour les parents finalement, c'est là où il y a des enlèvements par les extraterrestres. Par exemple, mon fils de 7 ans, alors que son père est un fan d'extraterrestres, mais bon, il n'avait jamais été exposé à cette idée et que les extraterrestres enlevaient les gens. Et du coup, ce qui retient du livre, c'est wow, les extraterrestres enlèvent les gens. Alors c'est contre-productif. Donc la religion kantienne, ils sont exposés. Maintenant, voilà, dans les milieux athées vers lesquels on communique, il y a des gens qui pensent que c'est important d'attaquer la religion musulmane, mais pour moi, c'est un peu moins prioritaire. Et puis, enfin bon, c'est délicat. Hein. Quel message on veut transmettre? Enfin voilà, je veux pas. Eux, ce qu'ils me disent carrément. Enfin, je caricature leur position. Ils vont pas être contents les gens qui me disent ça, mais j'ai l'impression qu'ils me disent que tu devrais faire, c'est un volume islamophobe. Mais je suis pas sûr que ça soit dans ma liste des projets. Et puis c'est compliqué d'attaquer la religion musulmane en étant soi-même déjà pas musulman en fait, parce que évidemment tu vas être taxé d'islamophobie d'entrée de jeu. Parce que c'est pas ta culture, parce que tu ne fais pas partie du groupe qui devrait qui devrait qualifier à la critique de l'islam en fait. Ouais, c'est aussi un problème qu'on a eu sur notre chaîne. Hein, on a dû faire qu'une seule vidéo où on parlait d'islam, le rapport à l'islam et à l'évolution. Et heureusement qu'on était avec notre collègue Abdesamed, que je salue au passage. Parce que ça a été un peu notre caution non islamophobe, quoi. Non, on fait pas ça pour être islamophobe. Notre invité est musulman et il dit la même chose que nous. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est délicat, c'est extrêmement délicat d'attaquer une religion qui n'est pas la sienne, au final. Tout à fait. Moi, je crois que je dis pas que je le ferai jamais. Encore une fois, c'est vrai qu'on chercherait certainement un musulman, quelqu'un pour nous aider. Mais enfin, en tout cas, il faudrait vraiment bien réfléchir à comment on le fait. Et il y a vraiment une question d'expertise aussi. Moi, mon père était pasteur protestant, ma mère missionnaire, donc j'ai vraiment une bonne culture chrétienne. Donc j'ai des idées très claires sur comment contre-argumenter la religion chrétienne. Mais contre-argumenter la religion musulmane, c'est beaucoup plus délicat, et surtout parce qu'il y a un effet de rétroaction qui est comme... Oui, et puis évidemment, on sait que voilà, il y a des gens qui sont menacés de violences physiques s'ils critiquent la religion musulmane. Donc il y a aussi un effet qu'on a plus peur de critiquer la religion musulmane, mais alors c'est un effet de rétroaction, ce qui fait qu'il y a peu de littérature qui critique la religion musulmane, et du coup, il y a aussi peu de matière pour moi pour aller puiser des idées pour critiquer, enfin pour reprendre dans un Kézoé. Donc... Oui, donc encore une fois, mais bon, voilà, c'est un peu pour expliquer Je veux pas que de toute façon, je voudrais pas que Zach et Zoé devienne une série de livres sur la religion. Ça n'a jamais été mon projet. Je veux dire, parler de la religion fait partie du projet, mais c'est pas. Il y a bien d'autres sujets, comme tu dis, la construction des pyramides, les théories de la conspiration, les vagues d'ovnis qui peuvent être abordées. Oui, évidemment. D'accord. Et ben du coup, on te souhaite on vous souhaite à toi et à Marius beaucoup de réussite avec Zach et Zoé. On invite une fois de plus nos éditeurs à aller visiter la page Ulule. Si vous voulez pas donner, partagez-la. Voilà, c'est encore ce qui marche le mieux. Et puis, un grand merci à Jean-Michel de nous avoir accordé de son temps. Oui, merci à toi aussi pour tout ton soutien à notre projet. C'est vraiment très sympa. Et puis, à très bientôt sur notre chaîne. Ciao. Au revoir.